Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je vous prends encore une fois en direct de ma cour. C'est comme rendu une tradition pour l'ouverture des vlogs. Alors, nous sommes lundi, fin de journée, et avec un beau petit fond sonore de travaux de voisins. C'est l'été, on dirait bien. Alors voilà, on démarre cette semaine-ci en espérant qu'elle soit sous un rythme un peu plus qui va me laisser souffler comparé aux deux dernières parce que j'ai eu des petits soucis de santé en même temps qu'un certain rush au travail, donc j'avais un peu de difficulté à jongler avec tout ça et évidemment pas vraiment la tête à me plonger dans les livres. Je suis allée plus en mode réconfort. Si vous voulez aller voir dans le dernier vlog, c'est soit des auteurs que je connaissais ou des relectures et tout ça. Et puis cette semaine, bien, écoutez, j'attaque avec quelque chose que j'ai osé débuter en lecture audio. C'est un service de presse virtuel auquel j'ai accès grâce à netgali.fr et aux éditions Audiolib. Donc, c'est un livre audio. C'est pas un livre que j'écoute en audio, mais que j'avais en papier. C'est un livre audio d'emblée. Et c'est le bureau d'éclaircissement des destins. J'ai déjà oublié le titre. Le bureau d'éclaircissement des destins, il me semble que c'est ça, de Gaël Noah. Et c'est la version audio chez Audiolib. Donc, je vais vous mettre la petite vignette ici. Je l'ai entamé. Ce que c'est, en fait, c'est qu'on va y suivre Irène qui travaille dans un bureau en Allemagne qui est le centre... je vais tout oublier, les notions. Je vais vous mettre le petit truc, le nom de l'organisme pour lequel elle travaille en Allemagne et qui s'occupe de recenser, en fait, plusieurs choses qui ont été accumulées ou prises dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale et qui s'occupe surtout et particulièrement de retrouver les disparus. Donc, souvent, les gens vont faire des requêtes par rapport à des gens de leur famille qui sont disparus en raison du fait qu'ils ont été potentiellement envoyés dans les camps. Et ils vont, en fait, essayer de leur fournir le plus d'informations possible qu'ils ont par rapport à leurs proches, puis pour que les gens puissent boucler la boucle malgré tout, malgré l'horreur de ce qui s'est passé. Et on va suivre Irène qui travaille depuis plusieurs années et à qui on va confier une mission particulière, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 4000 objets qu'ils ont dans cette espèce de centre de recherche-là qui sont des objets qui appartenaient à des prisonniers qui leur ont été retirés à leur arrivée dans les camps. Et puis, dans le fond, ils vont essayer de retrouver leur propriétaire et de leur remettre, ou en tout cas la famille des propriétaires, en se disant que peut-être que avec tout ce qui s'est passé, puis toutes les blessures que ça a encouru, que ça a généré, toutes les vies qui ont été perdues, bien que peut-être que juste d'avoir accès potentiellement à ces objets-là qui étaient en la possession de leurs proches, ça peut quand même aussi aider un peu des fois à refermer tranquillement les plaies. Donc, Irène va se lancer là-dedans et évidemment que plus elle va chercher la provenance de divers objets, et puis de ce que je comprends, parce que là c'est comme le troisième objet que je vois, plus ça va, pour le moment, on ne dirait pas qu'il y a tant de liens entre les objets, mais là, plus ça va, plus ça rapporte, elle en apprend plus sur certains camps, sur certaines personnes impliquées, sur certains codes, dont des camps qui n'existaient pas, qui étaient en fait des non-codes pour, malheureusement, l'extermination. Et je crois que ce que je comprends d'après la quatrième, c'est qu'elle va également en apprendre de plus en plus sur le rôle que l'organisme pour lequel elle travaille a joué dans tout ça. Et je ne sais pas si ça va toujours être rose, ce qu'elle va découvrir par rapport au rôle du fameux centre dans lequel elle travaille, et pas évidemment par rapport aux histoires qui sont associées aux objets. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'est très dur. Je ne sais pas si je me pose la question si je suis capable de recevoir ça, surtout en audio, parce que c'est troublant. Le plus récent objet, entre autres, a été entre les mains de quelqu'un qui a participé, dans le fond, à la persécution et à l'exécution des Juifs dans les camps, et qui était une Allemande et qui a été simplement convaincue par la doctrine. Donc, pour elle, cette personne-là, elle regrette ce qu'elle a fait, mais en même temps, elle considère qu'elle obéissait à ce qu'on lui avait donné comme fait miroiter comme réalité. Donc, c'est troublant dans le sens où il n'y a absolument aucun argument qui peut excuser ça, prendre une vie humaine, et surtout dans des conditions horribles comme ça s'est passé. Mais c'est troublant que la narratrice nous lise l'espèce de correspondance de cette personne-là, puis on entend cette personne-là nous parler comme ça, comme avec son espèce de rhétorique qui, pour elle, fait du sens. C'est remuant, mais je vais voir. Je me demandais si je l'arrêtais ou pas. Je vais voir. Je vais voir comment ça va. J'aimerais ça. Ça m'intéresse d'emblée. Ça m'intéresse dans le sens où
c'est une période que je trouve terrible, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut comme qu'on en apprenne plus pour être sûr de ne pas reproduire ce genre de choses-là. En même temps, j'ai un certain niveau, une certaine capacité de réception par rapport à ces horreurs-là qui n'est pas très grande. Puis en ce moment, comme je suis un petit peu caduque, un petit peu pas super en état, ben c'est peut-être pas le meilleur moment non plus. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais de toute façon, je vais vous en parler. Sinon, est-ce que j'ai d'autres plans cette semaine? J'ai plein de livres que j'aimerais lire, là, puis que je sais pas trop. J'ai pas le goût de me mettre de pression, je vais voir ce que ça va donner. C'est quand même une semaine où je vais avoir, si j'ai bien compris, une longue fin de semaine. Donc, ça se peut, de congé, donc ça se peut que je sois capable justement de passer à la fois du temps avec ceux que j'aime ainsi que de lire et de me laisser aller à... Je pense que mon mot d'ordre pour les prochaines semaines, ça va être je lis qu'est-ce que ça me tente, puis je lis pas si ça me tente pas. Donc, ça se peut que malheureusement, ce livre audio-là fasse partie de ces-là, mais c'est pas parce que c'est pas bien fait. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup l'approche. Donc, on passe par justement le personnage principal des reines qui et par les objets pour retrouver des parts des détails du passé. Donc, je trouvais ça intéressant comme approche. Donc, c'est vraiment pas en lien avec la qualité de ce que je lis en ce moment, ni avec la qualité du livre audio, parce que la narratrice est très bonne. Donc, j'ai pas de souci. C'est simplement le contenu que je sais pas si je suis capable de gérer. Donc, voilà. Alors, j'arrête de blablater. Et puis, ben, écoutez, je vais lancer ça, ce petit vlog-là. Alors, j'ai envie de changer de phrase. Là. Depuis le début, j'avais comme une espèce de phrase de copier-coller que j'avais décidé de lancer quand j'ai débuté mes vlogs. D'ailleurs, ça va faire presque 10 mois que j'y suis. Donc, quand même intéressant. Mais bon, pour lancer le vlog, je pense que je vais juste me dire, allez, on se lance. Eh bien, bonsoir. Alors, je vous prends rapidement parce que qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Mon fameux colis! Alors, mon copain a décidé d'aller en mission et il m'a sauvé la vie en allant me chercher mon colis. Non, pas sauvé la vie, pantoute! Ça m'a fait un gros plaisir, par contre, en allant chercher mon colis. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Je ne l'ai pas préouvert, donc ça va faire du bruit. En fait, je vois que quelqu'un a gentiment préouvert mon colis, malheureusement. Mais ça n'a pas l'air d'avoir atteint l'intégrité de celui-ci. Alors, ben voilà. Alors, allons-y. Le pire, c'est que je ne suis pas certaine que je me souviens exactement ce que j'ai commandé. Ce qui prouve que je devrais tout arrêter. Bon, alors, oh boy, ça a bougé pas mal. Ok. Ah ouais, ah ouais! Je suis super contente, c'est bon. Ok, alors tout d'abord, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est que, en fait, c'est de la faute d'Alex Bouquet-Notre-Dame. Parce que dans ses vlogs, elle a parlé d'une BD qui était seulement disponible en ce moment en anglais. Et ça m'a vraiment tenté. La première, c'était vraiment intéressante. Donc, c'est My Aunt is a Monster de Reimina Yi. J'avais lu de cette autrice-là, je pense que c'était, elle avait fait My Tea Party, je me souviens plus. Séance Tea Party, et puis un autre dont je me souviens pas. Alors voilà, en gros, My Aunt is a Monster, c'est l'histoire de Safia. Safia qui, bon, dans la 4e de couverture, ils disent c'est quoi sa condition. Donc, on peut le voir ici parce qu'elle a une canne. Mais Safia, c'est la petite fille ici et elle est aveugle. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'elle va perdre ses parents dans une situation un peu particulière, se retrouver en maison, pas orphelinat, mais en maison de soutien. Et finalement, ils vont finir par retrouver sa tante qui semble avoir une différence également. On ne mentionne pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Mais elle va, dans le fond, Safia, elle allait vivre avec sa tante. Mais comme elle est aveugle, elle ne voit pas particulièrement quelle est la différence dont tout le monde parle pour sa tante. Et elle s'entend bien avec elle. Elle va vivre plusieurs aventures avec elle de cette tante si différente, supposément. Alors, eh bien, voilà, j'ai vraiment hâte. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut avoir de l'air à l'intérieur. On est un petit peu dans un dessin... Bon, je sais pas si on peut... Ouais, je ne vais pas divulgacher non plus. Comme ça, à gros traits. Donc, la tante est vraiment comme représentée, on dirait, par un loup. Bref,
ça me tentait bien. Alors ça, j'ai décidé de le prendre parce que je le trouvais pas vraiment ni en bibliothèque ni ailleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de me faire plaisir et j'avais lu Les Sorcières de Brooklyn. Si vous vous souvenez, ben, peut-être que vous en souvenez pas, mais j'ai lu ça, je pense, au début de l'année dans mon souvenir. J'avais lu en version française. Et là, j'ai vu qu'ils les avaient en hardcover. Donc, Witches of Brooklyn, j'avais vraiment aimé ça. C'est vraiment pas le. C'est une jeune fille qui s'en va habiter dans sa famille. Je me souviens plus. Dans le fond, elle va être obligée de déménager chez ses tantes, je crois, puis elle va réaliser qu'elles sont des sorcières, mais d'une façon assez particulière. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé Les Sorcières de Brooklyn. Ça ressemble un petit peu à ça. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 tomes. Là, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris le tome 2. Donc, Witches of Brooklyn, What the Hex. Et il y en a un 3e, je crois, également. Donc, voilà, bien hâte de voir. Ça va se passer pendant l'hiver, d'après ce que je peux voir. Parce qu'elle a comme une grosse doudoune ici. Donc, voilà. Et ensuite, écoutez, il était en vente, donc j'ai pas pu résister. J'ai pris un Tracy Chevalier, donc un single thread. C'est en français, je crois, la Brothers de Winchester. Puis je me souviens plus c'est quoi l'histoire. Ouais, dans le fond, un powerful moving story of a woman coming into her own at the dawn of the Second World War. Donc ça se passe en 1932. Puis je crois, bon, Violette Speedwell. Qui a essayé qui est demeurée vieille fille, dans le fond, après la Première Guerre mondiale parce que tous les jeunes hommes avaient été tués. Mais elle décide de comme un peu prendre son envol malgré tout et de ne pas attendre de pouvoir se marier pour prendre son envol. Donc, elle va s'en aller à Winchester et elle va trouver là-bas un emploi et une chambre dans une maison de chambre. Et d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'elle va s'associer à des brodeuses qui sont chargées de broder les coussins et les appuis-genoux, les endroits où on s'agenouille, de la cathédrale de Winchester. Donc, bon, enfin, je vais voir, là, mais c'est ça. Ça avait l'air vraiment intéressant. Et voilà, j'ai décidé de le prendre. Et sinon, je me suis fait vraiment plaisir et j'ai décidé de prendre celui-ci, qui est de Flamingo, de Guo Qing. Et il me semble que c'est l'illustratrice que j'avais connue dans un livre chez la Pastèque, mais peut-être que je me trompe. Je vérifierai. Mais dans le fond, en gros, c'est une histoire sans texte, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, c'est une histoire sans texte. C'est super chouette. Ah non, il y a du texte, mais pas beaucoup. Puis dans le fond, quelle est l'histoire? À l'arrière, ça dit juste une histoire d'aventure, d'imaginaire et d'amitié. Mais bon, alors, quand une plume de flamant rose, quand une plume de flamant rose transforme les vacances d'une petite fille en quelque chose de magique. Qu'est-ce que ça dit? Quand une petite fille visite Lao, des collecte shells, donc elles vont recueillir des coquillages, regarder la mer et regarder les tortues de mer pondre et jouer dans l'océan. Et finalement, ils vont découvrir une plume de flamant rose et qui va en fait donner envie à la grand-mère d'inventer une histoire un petit peu déjantée au sujet d'une fille qui élève un flamant rose à partir d'un œuf. Donc, je crois que ça va vraiment être dans l'imaginaire. C'est tellement beau, là, cet album-là. J'avais trop envie de le découvrir. Alors, voilà. The Flamingo. Alors, donc, voici ma petite récolte. Et puis là, ben, ça va sans doute sonner le glas de ces achats, là, comme je vous disais, il faut que je me calme. Mais bon, là, j'avais réussi à me calmer. Puis finalement, en raison, j'avais pas le choix. Parce que ça avait l'air excellent. Ouais, Ant is a Monster de Alex Bouquet-Prada. Donc, oupsie!
Même mon chat a un commentaire à passer là-dessus. Alors voilà, c'était un unboxing un petit peu slow motion. Je suis désolée, j'avais du boulot puis j'étais pas super en forme, mais bon, c'est pas grave. Au moins là, ça m'amène le sourire. Et ben voilà, sinon ma lecture en cours se poursuit. J'ai décidé de m'accrocher et de continuer le fameux livre Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Noah. Et c'est excellent, c'est vraiment remuant. Comme je vous disais, on poursuit en fait sur la lancée de suivre, essayer de trouver à qui appartiennent les objets qui sont restés dans ce bureau-là. Des vestiges, dans le fond, de ce qui a été malheureusement saisi aux Juifs avant qu'ils entrent dans les camps ou dans les camps de concentration. Et au fur et à mesure qu'un objet est découvert en suivant Irène, on se rend compte qu'on découvre plein de gens. Puis là, jusqu'à maintenant, on dirait qu'ils sont comme toutes inextricablement liés. Donc, c'est assez intéressant. En même temps, c'est tout ça en parallèle avec les horreurs en détail parce qu'on se base quand même sur des témoignages un peu qu'on a, qui sont soit des témoignages qui ont été récoltés par le bureau des déplacés une fois la guerre terminée ou alors des correspondances. Bon, je ne suis pas certaine que c'est fondé, là, mais je sais pas, je vais voir à la fin s'il y a vraiment eu un travail de recherche par rapport à ça, mais c'est quand même impressionnant, puis c'est très, très rude, mais en même temps, c'est tellement terrible qu'est-ce qui a été vécu là, donc ça va. Mais c'est ça, je suis rendue après un petit peu proche d'un gros tiers, disons. Puis, ben, je suis quand même contente là, de passer au travers. C'est juste que c'est bien fait. C'est juste que pour le moment, je ne sais pas trop où ça s'en va exactement. Est-ce qu'on va continuer à passer d'un objet à l'autre? Mais là, on dirait que plus ça va, puis plus les liens se tissent, puis plus on va sans doute, j'imagine, en venir à comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc, ben voilà. Je regarde ici parce que Léka a décidé de faire de la boîte sa maison. Hein? Voilà. Et voilà, c'est mon chat dans sa maison. Et oui. Elle voulait absolument pareil. Moi, j'avais pas le choix. Donc, voilà. C'était le petit topo unboxing et lecture en cours un peu remuante, mais voilà. Ça suit son cours cette semaine-là. Et, ouch! Je me fais attaquer. Et je me reprends les que je peux. Hey, bonjour, alors je fais un petit coucou en ce 23 juin, très chaud, parce que tout d'abord, j'ai terminé ma fameuse lecture audio, donc, c'est-à-dire le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Noah. C'est la version audio chez Audiolibre à laquelle j'ai pu avoir accès grâce à la plateforme netgalley.fr et évidemment à l'éditeur Audiolibre, donc c'est un service de presse. Et ma foi, j'en suis encore toute remuée. Je suis vraiment toute à l'envers. Je suis tellement heureuse de m'être obstinée parce que, bon, au départ, comme vous avez pu l'entendre, c'est quelque chose dont le sujet m'intéressait beaucoup. Donc, pour rappel, on va y suivre Irène Martin, qui est une Française qui habite en Allemagne depuis plus d'une vingtaine d'années et qui travaille à l'International Tracing Service, donc un bureau de recherche qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne pour essayer de soutenir les recherches de gens qui seraient disparus pendant l'Holocauste, des familles qui rechercheraient des gens qui ne savaient pas si les gens étaient encore en vie ou pas et tout ça. Et ça fait des années qu'elle travaille là et on va lui confier une mission particulière, c'est-à-dire de essayer de remettre à des descendants ou à la personne même, si on est chanceux, des objets qui ont été saisis à l'entrée des camps de concentration, qui ont été saisis sur les prisonniers, dans le sens que ça peut être autant un vêtement qu'un mouchoir, qu'un objet significatif, et d'essayer de les remettre
à la personne la plus proche du prisonnier ou de la prisonnière qui, dans la plupart des cas, sont décédés. Et grâce à cette mission-là, elle va se plonger dans, se replonger, parce que dans le fond, c'est son métier quand même d'être dans cette histoire-là, dans l'histoire justement de la Seconde Guerre mondiale, des camps, du nazisme, de comment ça s'est articulé, en passant par le ghetto de Varsovie, en passant par peut-être une espèce de, bon, par rapport, pas nécessairement le nazisme, mais même par après, une espèce de lenteur administrative à l'endroit où elle travaillait, qui faisait en sorte que peut-être certains déplacés n'ont pas eu de compensation par la suite. Bref, elle se met là-dedans, puis elle va finir par suivre une espèce de fil rouge pour retrouver, qui vont lier finalement un ou deux ou trois objets qu'elle avait à remettre. Donc, écoutez, comme je vous disais, c'est un sujet qui est assez rude, qui m'a toujours fascinée, mais pas nécessairement pas parce que c'est positif, évidemment, bien entendu que non, mais à quel point l'humain a pu dériver à ce point-là, c'est assez troublant. Et j'ai vraiment adoré. J'ai pas pu l'écouter, je l'ai écouté vraiment en étalant sur la semaine en entier. J'ai pas vraiment pu écouter plus que peut-être 1h30 par jour à peu près. Parce que c'était quand même rude. C'est sûr qu'on va suivre différentes perspectives. On va suivre les perspectives des gens qui sont liés à certains objets. Donc, il va y avoir quand même, en fait, différentes perspectives. C'est toujours avec le point de vue de la personnage principale, Irène, mais on va suivre cette voie-là où ça va impliquer différents personnages. Donc, c'est sûr que c'est un peu une espèce de roman choral parce qu'éventuellement, on va voir est-ce que tout ça peut se remettre en place, est-ce qu'on peut raccommoder un petit peu les dommages que l'histoire a pu faire et tout ça. Mais bref, c'est un sujet qui était difficile, donc attention quand même pour ceux qui voudront l'écouter. Et d'autant plus en version audio parce que c'est comme ça rend les choses encore plus réelles. Cela dit, l'autrice Gaëlle Nohan a fait vraiment un travail d'orfèvre là-dedans parce qu'on sent qu'il y a eu de la recherche. Bien entendu, c'est romancé, là, donc elle le dit dans les remerciements. Elle a fait énormément de recherches. Mais bien entendu qu'elle s'est donné des libertés. Les enquêtes dont elle parle, c'est pas nécessairement des enquêtes qui sont réelles. C'est juste qu'elle a voulu utiliser ça pour justement planter son roman puis faire en sorte d'avoir aussi un survol de ce pan de l'histoire-là qui est malheureusement tristement célèbre en raison de son horreur. Donc, je sais pas comment vous en parler. L'autrice a fait son travail de recherche, puis bien qu'il y ait des moments qui sont plus durs, au début je trouvais ça plus difficile, peut-être qu'à la longue j'ai été capable de trouver un juste milieu, d'être à l'écoute, mais pas nécessairement en mode éponge, donc pas nécessairement en mode sympathie totale parce que sinon j'aurais pas pu. Puis oui, il y a des descriptions qui sont terribles, c'est surtout les points de vue On a différents points de vue. On a quand même le point de vue d'un bourreau, une femme bourreau, entre guillemets. On n'a pas juste les points de vue des victimes. On a d'autres points de vue qui sont mis de l'avant. Donc ça peut être vraiment confrontant. Mais j'ai quand même trouvé que, bien que ça occupe l'ensemble du roman, c'est cette réalité-là, ce passé-là, j'ai trouvé que dans chaque moment où elle faisait des descriptions, elle pourrait pousser la limite du supportable, mais elle savait s'arrêter au bon moment. Donc, en ce qui me concerne, avec ma petite âme sensible, j'ai quand même été capable d'apprécier tout ça. Puis, en fait, là, il me restait comme 4 heures ce matin, puis si j'avais pu, j'aurais écouté d'un coup. Donc, je vous ai dit que je n'étais pas capable de lire plus qu'1h30, mais plus ça allait, puis plus on sentait que les choses se développaient, on sentait qu'il y avait... c'était plus une ode c'était une ode à l'humain et une condamnation de l'humain en même temps, mais on était plus dans l'ode à l'humain vers la fin. Donc, qu'est-ce que l'humain, comment il peut potentiellement en arriver à un petit peu se réparer à sa manière, ou enfin bref. Alors voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Donc, j'ai vraiment aimé le choix de la période abordée, le fait qu'il y avait des bonnes recherches qui avaient été faites. J'ai bien aimé le fait que ce soit qu'on aborde cette structure, en fait, de récit-là. Donc, par morceaux, par différentes voix, par le biais des objets qui nous amenaient justement à la narration. Puis, j'ai pas du tout senti, bon, c'est sûr que c'est une structure volontaire, mais j'ai pas senti que c'était comme une stratégie littéraire. On dirait que ça allait de soi, que c'était comme ça, que ça pouvait pas être
ça pouvait pas être en silo. Ça avait été tellement en silo dans le passé que justement là, c'était de briser les silos qui étaient super importants. Donc, on sentait que c'est ça qu'elle essayait de faire, justement, de faire des liens entre les différentes situations. Donc, c'était comme, ça allait de soi qu'il y allait avoir différentes pistes qui allaient être à suivre. Et j'ai trouvé, j'ai bien aimé quand même qu'il y ait des nuances. C'est pas une fin nécessairement à la Hollywood, mais c'est pas non plus une fin... c'est pas une fin où il y a absolument aucun espoir, mais ce que j'ai bien aimé, évidemment, c'est que c'est pas tout édulcoré, donc bien entendu, parce que dans la réalité, ça l'était absolument pas. Mais j'ai trouvé encore une fois que là, la plume et les choix qui ont été faits par l'autrice, ça a été de vraiment mettre de l'avant certains faits, certaines réalités, certaines situations énormément confrontantes, avec quand même la force de résilience de l'humain, puis avec comme, quand même l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de faire une différence. Évidemment, ça ne peut pas réparer tout, mais d'essayer de faire une différence dans l'espèce de grand chaos qui a été l'Holocauste. Donc voilà, ça a été pour moi honnêtement un coup de cœur et je pensais absolument pas que je m'en allais là. Je vous l'ai dit, là, je me disais, je veux le lire, c'est bien écrit, le sujet m'intéresse, mais je trouvais ça tellement rude, je me disais, je vais jamais comme trouver la façon de l'aborder. Puis finalement, j'ai trouvé ça excellent, j'ai absolument pas de bémol à dire, tout était bien. Puis en plus, là, évidemment, j'avais accès au service de presse en version audio et la narratrice est incroyable. Donc, elle a fait, évidemment, elle fait les différents personnages avec des voix différentes et j'ai pas trouvé que c'était... Des fois, quand ils font des voix différentes, ça tombe un peu dans le caricatural. Puis là, bien entendu que la narratrice a dû faire en sorte que ses voix étaient distinctives. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on tombe un petit peu plus dans souligner à gros traits parce qu'il faut que ce soit facilement reconnaissable à l'oreille. Mais on n'était pas dans le caricatural. On était juste dans le distinctif, disons, plutôt que caricatural. Alors là, j'ai trouvé ça excellent. Évidemment, c'était tellement bien fait, la narration, que ça m'a mis tout à l'envers parce qu'évidemment, que ça rendait les choses complètement vivantes, complètement vraies plutôt. Vivante, peut-être pas le meilleur mot dans ce cas-ci. Mais donc, ça rendait cette recension-là de l'histoire complètement plausible, complètement, pas plausible, mais complètement palpable, je veux dire tangible. Et puis, ben, c'est ça qui était confrontant. Donc, autant l'autrice Gaëlle Nohan que ce qui a été fait par Audiolib, la version audio, je pense que vous n'avez pas aucune hésitation à faire si jamais vous désirez le découvrir en audio. Ça vaut vraiment le coup. Je sais que le livre est paru du côté au Québec, ici, en version papier. Le format poche n'est pas encore sorti. Le Audiolib, il vient tout juste de paraître, mais en Europe, mais je ne suis pas certaine qu'il est disponible ici. Donc, je vais faire des petites recherches, puis au pire, je vais vous mettre ici là, si c'est disponible ou pas. Mais de toute façon, le grand format est disponible. Puis, en fait, sérieusement, c'est un incontournable. Je pense que ça vaut absolument le coup de découvrir ça. Moi, ça a été vraiment par le hasard de la plateforme que j'ai fini par me dire « Ah, ça semble m'intéresser, je vais essayer d'accéder à ces services de presse-là. » Mais mon Dieu, quelle belle surprise, ça m'a confrontée, mais ça valait le coup. Alors voilà, bon, j'arrête d'en déblatérer, ça fait 10 minutes que je vous en parle. Et voilà pour la lecture que j'ai faite ce matin. Et ben voilà, en fait, dans un tout autre ordre d'idées, et étant donné qu'il faisait chaud et que je voulais aussi terminer mon livre audio, j'ai décidé d'aller me promener en voiture à la clim. Et j'ai décidé de faire un petit arrêt, comme vous avez pu le voir, par une petite librairie d'échange, pas d'échange, j'appelle ça comme ça, une librairie de livres d'occasion que je fréquente peu, qui n'est pas très loin de chez moi, mais que je fréquente peu. Vous avez vu, c'est assez plein. En fait, c'est juste que c'est comme... On est un petit peu envahi par les livres, puis j'arrive jamais tout à fait à bien saisir le classement. Il y en a un, là, c'est sûr, mais pour moi, on dirait que c'est pas intuitif. Puis, je trouve quand même que, dépendant de l'état des livres, des fois, c'est un petit peu ambitieux comme coup. Mais bon, enfin, je suis allée faire un petit tour et j'ai trouvé un petit quelque chose. Puis je m'étais dit que j'avais pu acheter rien, mais là, bon, je me suis réconciliée avec l'idée d'en acheter un parce que c'est une autrice que j'ai découverte grâce à son premier opus qui était Rosa Candida. Donc, c'est Odur Ava Olafs de Tir. Et cette fois-ci, vous avez vu que j'avais pris Mrs. Land dans une de mes dernières virées. Mais celui-ci, dans le fond, c'est La vérité sur la lumière, donc traduit de l'islandais. Et je vais vous lire la quatrième. Ici d'une lignée de sages femmes,
Dia est à son tour mère de la lumière. C'était entre guillemets. Ses parents dirigent des pompes funèbres. Sa sœur est météorologue. Naître, mourir et au milieu, quelques tempêtes. Alors qu'un ouragan menace, Dia aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle apprivoise l'appartement hérité de sa grande-tante, avec ses meubles vintage, ses ampoules qui grisillent et un carton à bananes rempli de manuscrits. Car Tante Fifa a poursuivi l'œuvre de l'arrière-grand-mère, mêlant les récits de ces femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard à ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie et la lumière. Sous les combles, un touriste australien semble venu des antipodes simplement pour faire le point. Décidément, l'être humain est l'animal le plus vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la vie aussi fragile qu'une aurore boréale. Explorant avec grâce les troublantes drôleries de l'inconstance humaine, Odur Ava Olaf Zottir poursuit depuis Rosa Candida une œuvre d'une grande finesse. Donc, ça, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Alors voilà, donc, c'est ça me tentait bien. Ça a l'air peut-être un petit peu plus spirituel, entre guillemets, mais ça me tentait bien. Puis c'est ça, dans le fond, cette autrice-là, je pense que je les trouve jamais en usagé aisément. Puis celui-là, il est en état neuf. Là. Je pense qu'il n'a jamais été ouvert. C'est très cher, les éditions Zulma, en prix neuf de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, je crois que cette autrice-là, dès que je vais en trouver, je vais en acquérir parce que c'est des livres que j'aimerais ça avoir à la maison. C'est des livres pour lesquels j'ai pas nécessairement envie de me presser. Donc, j'ai envie de choisir le bon moment pour les lire. Donc, voilà, c'était ma petite acquisition du jour. En essayant de me changer, de me remettre de ma lecture choc que, que j'ai terminée ce matin. Alors voilà, écoutez, je vous reprends dès que je peux dans les prochains jours. Je vais être en congé, donc j'espère prendre le temps de lire encore un peu plus. Et puis, bah, c'est ça. Je vous fais signe quand je peux. Bonjour, alors je vous reprends avec ma tête post-averse torrentielle, désolée pour le style grunge, et l'éclairage un peu douteux qui est généré par l'absence de luminosité, mais je voulais quand même vous prendre un petit moment parce que aujourd'hui, on est le 24 juin, donc la fête nationale au Québec, et j'ai décidé de faire une petite lecture thématique. Là, ce matin, j'ai lu un des albums de la collection, de la nouvelle collection 400 coups, qui est une collection qui propose la rencontre du texte d'un chanteur ou d'une chanteuse avec une illustratrice ou un illustrateur. Et cette fois-ci, c'était Edith Butler et Lise Aubu. Donc, Edith Butler a fait la musique, puis Lise Aubu les paroles, à la rencontre des illustrations de Marianne Chevalier. Donc, c'était Hymne à l'espoir. Je vais mettre la petite vignette, puis vous avez vu les images avant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ben, c'est une chanson que je connaissais pas ou que je connais peut-être, c'est juste que là je la lis puis j'ai peut-être pas porté dans le passé attention aux paroles. On reste un peu accroché souvent à Edith Butler avec son fameux Pocketville qui nous reste en tête. Mais c'est une chanteuse qui est très versatile, qui est en dehors de ça aussi, là, qui va un peu aller vers des textes qui sont un peu porteur de sens et tout ça. Donc, celui-là, il ne laisse pas, ben, ça dit, bien entendu. On n'est pas trop sûr exactement c'est quoi, mais ça parle d'espoir de lendemain qui vont permettre une autodétermination, qui vont permettre un calme, un apaisement, une absence de conflit
et une prise de position en tant que pays. Évidemment, Edith Butler est acadienne, donc ça fait potentiellement référence à ça, mais je trouvais qu'en cette journée nationale du Québec, c'était peut-être un texte aussi qui pouvait être intéressant. Donc, j'ai bien aimé l'univers de Marianne Chevalier, très différent, très abstrait, mais intéressant. On allait vraiment dans les émotions qui étaient potentiellement véhiculées par ce texte-là, qui laisse la porte grande ouverte à l'interprétation. Et puis, ben voilà, ça m'a vraiment plu. C'est une belle découverte. Si jamais vous voulez vraiment découvrir ça, il y avait, si je me souviens bien, Quand les hommes vivront d'amour et Pierre Pratt, David Goudreau et, je me souviens plus c'est quoi l'illustrateur, puis celui-ci, je vais vous mettre de toute façon les vignettes, mais c'est vraiment des superbes éditions. Ça vaut vraiment la peine, ça nous permet de nous concentrer sur le texte sans avoir l'air, mais en ayant quand même quelque chose qui peut nous emporter qui peut nous emporter ailleurs, un peu comme la musique peut le faire, c'est-à-dire les illustrations, le visuel. Donc, super belle proposition, encore une fois, des éditions 400 coups. Bien contente de l'avoir découvert en cette journée bien spéciale. Et écoutez, j'ai pas trouvé de nouvelles lectures audio pour le moment. Mais là, comme je suis en congé, j'ai décidé de me lancer plus dans une lecture traditionnelle, ben bon, en numérique, mais pas en audio. Et j'ai fini par... j'ai essayé plein de lectures, on dirait que j'étais comme un peu indécise et tout ça. Et j'ai fini par me lancer dans L'île de Yule de Johanna Gustafsson, dont j'ai entendu parler, je pense, chez toute la gang des tote bags. Fluent Books, si je me souviens bien, sans conteste. Il me semble bien petite lectrice, Madame Chachali, Triplet de Mag, mais également ailleurs aussi. Là, il me semble bien que du Café des Livres l'avait également mentionné. Donc, Johanna Gustafsson, c'est une autrice française, mais qui écrit des polars qui se passent, dans le fond, en Scandinavie. Dans ce cas-ci, ça se passe à Stockholm, en Suède. Je vais vous lire la quatrième, puis après ça, je vais vous en parler. Je m'excuse si je fais ça parce que c'est ça. Dans le fond, mon chat se tient beaucoup ici et il y a toujours beaucoup de son poil là, qui se promène dans l'air malgré tout parce que c'est un chat qui refuse de se faire brosser. Alors voilà pour la petite histoire personnelle. Donc, je lis la quatrième de L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gussman, quatrième plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir ont une réputation sulfureuse. Depuis que, 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois. Seule dans ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne, car les Gussman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts, bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors qu'une nouvelle jeune fille est découverte, morte, dans la mer gelée, et tout laisse penser qu'elle a été victime du même tueur. Un thriller aussi effrayant que captivant, enraciné dans les rites vikings et les sombres amours. Alors, j'ai hésité, mais j'ai décidé de me lancer. Puis en fait, c'est un livre qui se lit très rapidement. Là. La version numérique, c'est 250 pages, mais je pense qu'en papier, c'est 300, parce que surtout qu'en numérique, des fois, le contenu n'est pas toujours le même. Puis, je me suis lancée comme ça par hasard. Puis, la première chose que j'ai su, c'est que j'étais déjà rendue à la page 100, donc ça se lit assez rapidement. Jusqu'à maintenant, je suis un peu dubitative. J'aime bien, dans le sens que c'est vrai que c'est captivant. Là. La preuve, c'est que ça se lit tout seul. On a un roman policier avec des perspectives différentes, donc un roman, une narration à plusieurs voix. On va suivre Emma, on va suivre le policier, un des policiers qui va être impliqué potentiellement à la découverte du nouveau meurtre malheureusement, donc Carl. Et on va suivre également Victoria qui est une femme de chambre qui travaille, femme de chambre, une domestique qui travaille pour la famille Gussman. Jusqu'à maintenant, c'est les 3 points de vue que j'ai identifiés. Donc, on va suivre un peu leur perspective des choses. Ça nous en révèle un peu sur qu'est-ce qui s'est passé. Ça nous en révèle surtout beaucoup sur eux autres. Les habitants de cette île-là, qui est vraiment une île à laquelle on ne peut pas accéder autrement qu'en bateau. Donc, vraiment une communauté isolée. Les personnages sont mis rapidement en scène. C'est peut-être ça qui me dérange un peu jusqu'à maintenant. Il y a 2 choses qui me dérangent un peu jusqu'à maintenant. Je trouve que les personnages se lient entre eux très rapidement pour les gens qui sont un peu étrangers.
Et on en apprend beaucoup sur leur passé très rapidement. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, c'est un roman qui est court, mais j'ai l'impression que ça me donnait l'impression que c'était le tome 1 d'une saga. Alors que je crois que c'est un tome unique. Donc, c'est peut-être ça qui m'a un peu dérangé. Ça déboule un peu. Puis pour moi, ça fait que c'est un peu plus. À ce stade-ci, en tout cas, c'est plus ou moins plausible que des liens comme ça se tissent rapidement entre des gens. Ben bon, en même temps, c'est un peu typique là, dans les, les romans policiers, mais souvent, ça va être au début d'une série, le tome 1 d'une série de plusieurs policiers. Donc, on va rester dans le même village potentiellement, des choses comme ça. Donc là, oui, on va comprendre pourquoi ça a été révélé comme ça. Puis, également, on dirait que je trouve que tout ce qui est scandinave est souligné à gros traits. Donc, ça se passe en Suède, mais il y a des mots en suédois qui sont utilisés. On sent qu'on insère des choses comme entre autres, bon, je sais pas si en Suède c'est smørbrød, mais des espèces de tartines avec. Souvent ça va être du poisson ou des choses comme ça. L'espèce de collation fique avec les brioches et tout ça, c'est plus danois, mais en tout cas, on voit qu'il y a des mots suédois qui sont là. Puis ça me donne l'impression pour le moment que c'est plaqué. Est-ce que c'est parce que je sais que l'autrice est française? Pourtant, elle a l'air de bien connaître Stockholm puis la Suède, donc c'est pas rapport, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être en dehors, qu'on me met en dehors de l'intrigue en raison de l'écriture. J'ai l'impression, comme je vous dis, que les choses sont un peu trop rapides puis trop plaquées. Mais bon, là, on est quand même rendu à un moment un petit peu clé de l'histoire. Et donc, le premier tiers est pas mal passé. Fait que je vais voir, peut-être que ma perception va changer au fil des pages. Mais c'est sûr que je vais lire puis je vais le finir parce que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment prenant. C'est une écriture qui n'a pas un style particulier. C'est une écriture utilitaire qui va droit au but, là, dans le fond, on sent vraiment qui est assez fluide. Donc, c'est pour cette raison-là que ça se lit quand même vraiment bien. Mais c'est sûr que c'est pas non plus une écriture dont on va remarquer particulièrement, comme je vous dis, un style particulier ou la qualité de la plume ou quelque chose comme ça. Sa qualité, c'est d'être efficace. Sa qualité, c'est d'entraîner le lecteur à sa suite pour le moment. Mais voilà. Donc, pour le moment, je suis un peu tiède, mais on va voir comment ça va évoluer, puis je vais vous en reparler de toute façon. Alors, je reprends dès que je peux. Eh bien, coucou! Alors, me voici en ce lundi, encore une fois très chaud, comme vous pouvez voir à la luisance ici. Je vais faire un petit retour parce que j'ai terminé mon baptême de Johanna Gustafsson avec son fameux L'île de Yule. Je l'ai terminé hier soir et ma foi, j'ai été complètement traumatisée. Donc, je vous confirme que c'est bel et bien un thriller. Peu importe comment ça semble se présenter au départ dans les premiers, mettons la première tiers demi. Et bon, je vais essayer de vous dire un peu comment j'ai perçu ça. En ce qui me concerne, c'était vraiment pas dans ma table. Donc, je l'ai lu jusqu'au bout. Ça a dépassé des limites pour moi. Puis en plus, j'ai eu beaucoup de bémols par rapport à l'écriture. Donc, c'était plus ou moins une excellente lecture pour moi. C'est comme une lecture assez mitigée de mon côté. Mais étant donné que c'est un thriller, bien entendu, un des points positifs, c'est que l'écriture de Johanna Gustafsson, pas l'écriture, mais en fait, la trame proposée par Johanna Gustafsson, évidemment, fait en sorte que elle réserve plusieurs surprises au fil de la trame narrative et énormément de revirements dans la deuxième moitié. C'est une plume qui également joue assez habilement avec les certitudes du lecteur par rapport à l'intrigue. Donc, évidemment, la chute va surprendre. Donc, tout ça, c'est bien ficelé, tout ça. Mes bémols vont plutôt au niveau de l'écriture de Johanna Gustafsson. En tout cas, dans celui-ci, j'en ai jamais lu d'autres d'elle. J'ai quand même... j'ai mon impression de personnages dessinés un peu à la va-vite, liens entre les personnages qui se font très rapidement, un peu trop pour que de mon côté, ça semble plausible.
et ambiance un peu forcée, un peu plaquée justement de hantise. Je crois que ce qui m'a manqué en fait, c'est une escalade. Donc pour moi, un thriller, ça se bâtit dès le début, mais en fait, tout est dans la vitesse de la montée vers le climax de tension. Et là, de mon côté, j'ai eu l'impression que on plaçait les choses vite, puis qu'on essayait de plaquer des répliques ou des moments de tension, alors que de mon côté, en tout cas, la montée de tension, c'était pas passé. Donc, pour moi, ça faisait un peu bizarre. Et évidemment, dans la deuxième moitié, je comprenais où l'autrice voulait aller. Donc, j'ai accepté le fait qu'il n'y avait pas eu, de mon côté, suffisamment d'escalade, de tension pour que ça fonctionne avec moi. Je m'en suis juste tenue à l'intrigue puis essayer de voir qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est sûr que ça a teinté ma lecture pour moi. Donc, de mon côté, bon, de toute façon, je suis un peu moins thriller. Je suis thriller, mais pas thriller sordide. Puis je suis thriller, puis thriller tordu, mais pas trop. Le côté tordu, le côté joué dans le cerveau, c'est moins mon côté. Donc c'est sûr que je de toute façon moins de thriller. Je serais peut-être thriller, je sais pas moi, d'espionnage, politique, ce genre d'affaires-là, oui. Mais thriller domestique, potentiellement, comme ça ici, c'est... Ou enfin, bon, je sais pas trop comment l'appeler, celui-là, mais... c'est un peu moins ma table. Donc, c'est correct. Je suis contente d'avoir quand même découvert cette autrice-là. Je sais maintenant que pour moi, ça le fait pas, mais c'est des choses qui arrivent. Et j'ai malheureusement terminé la lecture hier soir et il a vraiment fallu que je me change les idées avant de me coucher parce que je suis très, très impressionnante. Donc, attention aux âmes sensibles. Le début n'est pas vraiment garant de ce qui va se passer par la suite. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes correct au départ en niveau de votre sensibilité, brace yourself. Puis en plus, je me doute que c'est pas la plus sordide. C'est juste que je vous parle de ma limite à moi personnelle. Donc voilà. Donc, lecture mitigée pour l'île de Yule. Je suis contente de l'avoir essayé. Je vais probablement pas lire d'autres livres de cette autrice-là, mais bon, au moins j'ai tenté le coup. Puis, comme je vous dis, un autre petit bémol aussi, c'est le côté que je vous disais qu'on avait l'air d'un peu de plaquer la Suède un peu partout. Puis, c'est l'impression que c'est poursuivi jusqu'à la fin. Puis j'ai comme compris finalement que l'autrice s'était installée quand même il n'y a pas si longtemps que ça en Suède. Donc ça explique peut-être juste pour ça où elle essaie d'avoir des ancrages qui étaient assez clairs. Donc, mais pour moi, ça m'est apparu comme étant un peu plaqué aussi. Donc, bon, j'arrête de parler. Mais cela dit, comme je vous disais tout à l'heure, ça se lit très vite. C'est très court, ça se lit très vite. C'est quand même relativement haletant à partir de la deuxième moitié. Puis ça donne vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est vraiment une intrigue très triste. Donc, ben voilà. Si jamais ça vous dit de l'essayer, pourquoi pas. Mais moi, bon, ça m'a moins plu. Alors, ben écoutez, je vais voir ce que je vais lire aujourd'hui dans cette dernière journée de vlog. Peut-être un roman graphique, je vais voir. Ben, je vous tiens au courant de toute façon. Vous le savez bien. Dès que je peux. Alors, me revoici. Je suis là pour vous parler d'une petite rafale de romans graphiques que j'ai lus cet après-midi et pour clore le vlog éventuellement après ces petits retours lecture, bien entendu. Alors, je commence sans plus tarder. Vous allez voir, ça fait vraiment un tour d'horizon de divers styles. Tout d'abord, une bande dessinée de fantasy, aventure, jeunesse. Donc, c'est le tome 1 de Les Mapmakers et la magie oubliée. C'est de Shitok et Castillo chez Kinaï. Et j'avais vu passer ce livre-là chez Rêve ta vie en lecteur. Ce livre-là, ben oui, ce livre-là. C'est vraiment graphique-là chez Rêve ta vie en lecteur. Puis ça m'avait intéressé parce que le visuel, dans le fond, m'interpellait. Je trouvais que c'était comme attachant. Ça me faisait un petit peu penser... Ben, j'admets que la quatrième de couverture m'avait un petit peu intéressée, c'est-à-dire que, pour rappel, je vais vous faire ça assez rapidement, mais je pense que je vais lire la quatrième parce que ça va être moins compliqué pour vous expliquer ça. Alors, de génération en génération, les Mapmakers étaient les gardiens de la paix dans la vallée, mais ils ont maintenant disparu depuis longtemps. De nos jours, les manteaux noirs monopolisent le pouvoir d'une main de fer.
Règles, punitions et conséquences sont leurs maîtres mots. Jusqu'à cette nuit où Alidad, encore poursuivi par les manteaux noirs pour avoir encore enfreint les règles, tombe par hasard sur une porte secrète qui va la mener à une cachette magique construite par les Mapmakers. Elle va y trouver une carte de sa région et accidentellement ramener à la vie Blue, une créature magique qu'on appelle un Memory. Leur rôle était de protéger la vallée. Blue a besoin de l'aide d'Alidad pour retrouver les Mapmakers et sauver la vallée des manteaux noirs. Alidad va devoir faire un choix. S'enfuir de sa vallée comme elle en a toujours rêvé ou devenir une mapmaker pour sauver son village. Alors, on est vraiment dans du jeunesse, bien entendu, quand même, je dois vous le dire. Alors, comme ça le dit, on retrouve Alidad et son ami Louis, qui sont un peu des complices de toujours. On sent qu'ils habitent, en fait, ils habitent dans une contrée qui s'appelle Alden, mais qui, en fait, n'a plus vraiment d'existence parce que c'est dominé par les manteaux noirs. Et on est vraiment dans une histoire typique manichéenne de les manteaux noirs qui sont là, qui se contrôlent, qui sont vraiment, qui étouffent le peuple qui était là avant, donc les gens qui habitaient à Alden. Et ils les forcent à faire, ils ne peuvent pas sortir des limites du village, ils les forcent à faire des tâches en particulier et tout ça. Ils ont une carrière, une briquerie en fait, qui est comme un peu ce qui donne, amène des sous au village et tout ça, puis tout le monde est obligé d'y travailler et tout. Et bon, Alidad, c'est un petit peu celle qui remet tout en question, qui aime pas trop les limites et les contraintes et qui rêve de s'en aller parce que son père est parti, puis elle a toujours eu l'impression que elle allait pouvoir le retrouver quand elle allait quitter le village. Et lorsqu'elle va tomber par hasard, justement, sur cette espèce de porte magique-là sur un arbre dans la forêt, puisqu'en plus, Alidad, c'est pas quelqu'un qui est très orienté, elle va en effet tomber justement sur une espèce de refuge un peu hors du temps, et elle va tomber sur une vieille carte, et ça va faire apparaître Blue, qui ressemble un peu à une cigogne, c'est dur à dire. Une cigogne, peut-être, ouais. Mais bref, là, c'est un memory. Et dans le fond, elle va être rapidement mise à contribution pour sauver la situation, en fait. Et évidemment, une relation va se développer. Puis c'est sûr qu'on est quand même au niveau jeunesse dans le sens que les ficelles sont quand même assez grosses. Par contre, il y a quand même une belle évolution. On comprend un peu mieux les personnages, le contexte. On va comprendre Blue, on va comprendre le passé de cet endroit-là. Il y a beaucoup de bases qui sont posées parce que c'est quand même le tome 1 d'une trilogie, mais c'est quand même intéressant. Les péripéties vont s'enchaîner. Évidemment, ça ne va pas nécessairement réussir du premier coup et tout. Et ça va se terminer sur une fin ouverte. Donc, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui se passe et si finalement Mapmakers Alidad deviendra. Mais c'est intéressant. Donc, j'ai aimé, j'ai trouvé ça sympathique. C'est sûr que pour moi, c'est du fantasy. Du fantasy, c'est moins un petit peu ma talle. Donc, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une mauvaise lecture, c'est une bonne lecture. Je trouve que c'est bien structuré. Pour du jeunesse, je dirais peut-être 9-12 maximum. Je pense que c'est tout à fait approprié pour ceux qui aiment le fantastique. Il y a aussi une petite notion de... les mapmakers, en fait, sont aussi des gens qui... Ben, en fait, les Emery, qui sont... Memory, en fait, qui sont les espèces d'oiseaux, sont là pour s'assurer que les humains ne détruisent pas tout. Donc, et les mapmakers sont là pour s'assurer que les memories survivent. Donc, on sent qu'il y a quand même un petit côté conscience écologique et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai adoré les visuels. C'était vraiment intéressant, original. On sentait un peu le dessin, gros yeux, un peu peut-être japonais, mais pourtant, Castillo, c'est une américaine. Oui, une américaine, une californienne, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait vraiment des choses un petit peu plus. Bon, je vais vous montrer peut-être c'est quoi un memory, ça ressemble à ça. Alors voilà. Donc voilà, bonne lecture pour ceci, intéressant. Est-ce que je vais lire les deux autres tomes? Je ne sais pas, parce que ça semble être comme 3 aventures. Tu sais, c'est une trilogie, puis je pense qu'à chaque fois, c'est 3 aventures. Je ne sais pas si ça va nous amener à apprendre un peu plus sur le contexte initial d'un tome à l'autre, ou si c'est vraiment comme des aventures fermées à chaque fois. Donc, je verrai, mais bref, si ça vous dit, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Ensuite, je suis tombée sur une espèce de... J'avais acheté ça dans une de mes virées librairies parce que ça m'intriguait énormément. Donc, c'est Betica Batenica de Romane Granger. C'est publié chez Réaliste. Oui, aux éditions Réaliste. Et c'est un roman graphique, même si c'est un petit format de rien du tout. Et c'était un peu étrange. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture parce que je suis pas sûre que je saurais comment vous résumer ça. Alors, j'y vais. Une étrange affaire de disparition mène l'agent spécial Anna Deveni et son adjoint Bram sur la route de l'Institut du Razed.
un refuge perdu dans les montagnes qui promet à ses adeptes de les libérer du fardeau de la mémoire. Alors, j'ai été déroutée. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cette lecture-là. Est-ce que j'ai aimé ça ou pas aimé ça? J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé l'idée de l'intrigue originale. J'ai trouvé le rendu visuel audacieux parce qu'on est vraiment dans des couleurs marquées. Il y a des parties sans texte. On est dans un drôle de style un peu comic book, peut-être un peu excessif. Puis on est vraiment dans une perte de repère totale. Donc, on va suivre les deux agents qui vont avoir été, qui vont, comme ça dit dans la 4e de couverture, réagir au fait qu'il y a deux personnes qui se rendaient à cet institut-là qui sont disparues, donc leurs proches n'ont pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et ils s'en vont voir là parce que dans leur tête, bon, c'est comme une secte et tout ça, puis potentiellement, puis bon, ben, en fait, ils veulent juste en avoir le cœur net. Et quand ils vont arriver là-bas, ils vont rencontrer la fondatrice qui est Betika Batenica. Et bien vite, ils vont apprendre que les gens là-bas apprennent à comme recracher leurs souvenirs qui deviennent des perles pour se débarrasser de leurs souvenirs et ou revivre leurs souvenirs au besoin. C'est comme un peu ça la proposition. Et ensuite, va s'en suivre des péripéties dont je ne vous parlerai pas pour pas que ça vous divulgage. Et bien sûr qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre un peu peut-être plus qu'est-ce que ben, peut-être pas tant qu'est-ce qu'est cette institution-là, mais plutôt sa fondatrice, ça part de quelle histoire. On est vraiment un petit peu plus dans... ça nous donne l'impression d'être comme dans un voyage intérieur, dans une espèce d'introspection, dans une espèce de retour sur soi. Et ça aborde des choses assez sombres. Donc, mais tout est dans l'évocation. Il n'y a pas rien qui est clairement nommé. Donc, c'est un ovni. Je sais qu'on dit souvent ça, mais ça, c'est un ovni. C'est un travail vraiment impressionnant. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ça. Je ne suis pas sûre que ça peut vraiment se faire aimer, dans le sens que c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour qu'on se sente à l'aise. C'est fait pour réfléchir. Puis définitivement, ça a atteint son objectif. Donc, si vous êtes curieux, je vous le suggère de découvrir ça. Peut-être que, dépendant de qui le lit avec le bagage qu'il a, aura une interprétation différente. Mais je salue quand même bien le travail. Ça a été comme une bonne lecture pour moi, mais j'admets que je suis tellement dégoûtée que j'ai pas été en mesure de m'attacher à quoi que ce soit, ni au personnage, ni à l'intrigue. Mais il y a vraiment eu un travail de fou là, pour faire... faire cette proposition-là, dans ce contenant-là, avec ces outils-là, c'est vraiment particulier. Alors voilà pour celle-ci. Et enfin, j'ai fini par lire l'adaptation roman graphique de Le Cœur en braille, les romans de Pascal Reuter, qui est adapté ici par Chamblin et Nalin. Jory Chamblin qui a fait, dans mon souvenir, mais que je me trompe, je parle pas, Les Carnets de cerises, entre autres, sans doute parce qu'elle a l'air vraiment les images. Donc, ça a été quand même un coup de cœur pour moi. Je vais vous lire la 4e. Pour Victor, la vie au collège, c'est comme un riff de rock. À fond la caisse et sans concession, ce qui n'est pas sans lui poser quelques problèmes. Lorsqu'il fait la connaissance de Marie-Josée, génie scolaire et violoncelliste de talent, c'est tout son petit monde qui s'en trouve bouleversé. Entre les deux ados que tout oppose, une drôle d'amitié voit le jour. Mais vont-ils pouvoir cacher le terrible secret de Marie-Josée encore longtemps? C'est vraiment sublime. On est vraiment dans de la BD ado, mais je vous dirais que, ben oui, puisque ça se passe vraiment au collège et école secondaire, là. Mais on est vraiment ailleurs dans la BD ado. Bon, je vais vous montrer quand même un peu comme les compositions graphiques, comment c'est fait. On va vraiment être dans, oui, l'adolescence. On va suivre justement les personnages principaux qui est les deux personnages principaux, en fait, là, Victor qui se cherche un peu, qui a de la misère à l'école, qui est un peu en perte de repère. Sa maman a quitté son papa, puis il est un petit peu comme il se cherche, en bon ado qu'il est. Et il joue dans un groupe de rock et tout, mais bon, il a un petit peu de la misère à trouver sa place. Et quand son chemin va croiser celui de Marie-Josée, qui, elle, est vraiment comme enlignée, ça nous donne l'impression que c'est quasiment une Hermione, une Hermione Granger. D'ailleurs, l'illustration fait presque penser qu'elle pourrait en être une. Évidemment qu'on n'a pas l'impression qu'ils vont nécessairement se retrouver, mais on n'est pas vraiment dans le enemies to lovers, on est vraiment juste dans le deux personnes qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun.
Mais il va se passer quelque chose, un lien va se tisser entre eux parce que Marie-Josée va vouloir aider Victor à un moment donné dans un test qu'il a l'air de vraiment paniquer sa vie parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Et le lien va se développer entre eux deux et elle va lui confier des choses qu'elle a confiées à personne. Et on va suivre ça. Je vous en parlerai pas plus parce que c'est vraiment une histoire à découvrir si vous n'avez pas lu les romans. Je ne sais pas si cette adaptation-là est fidèle au roman, j'en ai aucune idée, j'ai pas lu les romans originaux, mais je vous dirais que comme adaptation, c'est complet. On n'a pas l'impression que ça va trop vite, on n'a pas l'impression qu'il manque tant de choses que ça. Ça plante bien les personnages, ça met bien l'ambiance. On travaille beaucoup sur, comme je vous disais, la quête d'identité. L'amitié, le lien plus fort que tout, l'amour, les choix qu'on a à faire quand on est adolescent, qu'on a à faire par rapport à qui on voudrait être, à ce vers quoi on va tendre, à nos rêves et tout ça, et à ce qu'on va faire potentiellement de ce que la vie peut parfois mettre sur notre chemin qui est là un peu pour nous faire trébucher. Donc, je vous en dirai pas plus. C'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré cette BD-là. Je l'ai fini en faisant comme un câlin parce que je la trouvais. Puis même là, je le fais encore parce que, tu sais, c'est ça. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu ça, allez-y. C'est excellent. C'est... Quel talent! Le talent de scénarisation, le talent de composition graphique. Les illustrations sont complètement irrésistibles. On n'a pas envie de quitter les personnages quand ça se termine. Puis pourtant, c'est bien écrit fin, c'est pas écrit à suivre, donc fin. C'est une ode à l'essentiel. C'est une ode à oser rêver et à oser plonger vers cette espèce de rêve-là, no matter what. Donc, voilà. Ça termine bien un vlog, ça, je trouve. Alors, justement, je vais clore le vlog ici. Puis, ben, écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à échanger en commentaire. Est-ce que vous avez lu, par exemple, Le Cœur en braille? Est-ce que vous avez lu les romans? Est-ce que vous avez déjà découvert cette BD-là? C'est quoi votre style de roman graphique? Est-ce que vous aimez ça quand il y a un genre? Est-ce que vous aimez ça quand c'est un peu étrange? Un peu comme mon Bettika Batenica. Bref, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, évidemment. Et puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite, comme d'habitude, des chouettes lectures. Et puis, ben, on se revoit dès que je peux vous reprendre, c'est-à-dire dans le prochain vlog. Allez, à tout bientôt!